Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet plutôt méconnu, celui des photographes dangereux et manipulateurs. C'est une vidéo que j'ai commencé en février 2019, donc ça fait un petit moment que je travaille dessus. Vous allez comprendre tout le long de cette vidéo que le but principal est d'essayer de lever le tabou sur ce gros problème. Parce que ça concerne bien plus de gens que vous pouvez penser. Pendant mon appel à témoignages sur mon Instagram, j'ai été étonné du nombre de témoignages que j'ai pu recevoir. J'en ai reçu des dizaines et des dizaines de filles modèles, voire même de mannequins professionnels, ayant eu de mauvaises expériences avec des photographes, allant des remarques déplacées jusqu'aux attouchements, voire au viol. Et j'ai aussi été étonné qu'il y avait quasiment aucun travail journalistique sur le sujet. Hormis quelques articles sur des condamnations de photographes, personne n'en parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce reportage, je tiens à signaler que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On en reparlera à la fin. Depuis plusieurs mois, j'ai cette envie d'aller bien plus loin dans mes vidéos. J'aimerais des sujets inédits, compliqués, en allant bien plus loin dans mes recherches. Des arnaques en société bien rodées, de l'harcèlement au travail, des injustices sociales, des associations malhonnêtes, des problèmes dans le jeu vidéo comme le streaming par exemple. Bref, je n'ai quasiment pas de limite sur mes sujets ni aux moyens financiers, grâce aux partenariats que je réalise beaucoup plus régulièrement. Et c'est pour cela que pour ceux qui souhaiteraient me contacter, en me fournissant des témoignages ou des preuves sur le sujet en question, pour que je puisse me renseigner en détail, j'ai créé un mail investigation.ldr@gmail.com. Pour ceux qui veulent, je garantis votre anonymat, c'est ma priorité. N'hésitez pas si vous pensez que votre sujet est assez grave pour m'en faire part. J'ai vraiment l'envie d'aller bien plus loin dans les prochaines grosses vidéos. Bien entendu, je ferai pas que ça, j'ai plein d'autres sujets de vidéos pour les prochaines semaines. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, j'ai récolté plein de témoignages écrits ainsi que 2 témoignages vidéo. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'utiliserai que des extraits de ces témoignages. Je vais publier en entier ces témoignages dans mon Instagram vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram le roi des rats YT. Vu que le sujet est un problème assez grave et plutôt méconnu, je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties. C'est pour ça que cette vidéo risque d'être un peu longue. Je ferai une piqûre de rappel plus tard, mais l'un des autres gros objectifs de cette vidéo, c'est de faire réaliser aux victimes qu'elles ne sont pas seules et leur permettre d'avoir une occasion d'en parler publiquement. Car comme je l'ai précisé plus tôt, c'est un problème bien plus fréquent qu'on peut le croire. Et malheureusement, les rares personnes souhaitant en parler sont vite ignorées, voire même insultées. J'ai donc repris le hashtag balance ton photographe pour permettre de centraliser les différents témoignages, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Donc merci beaucoup à ceux qui partageront la vidéo. Le but n'est pas encore une fois de faire une chasse aux sorcières, mais vraiment lever le voile sur tout ce qui se passe dans ce milieu. J'espère sincèrement que ça permettra peut-être à certaines victimes de faire une action en justice à plusieurs. Parce que j'ai remarqué que ces photographes ne font rarement qu'une seule victime. Ces derniers ne sont pas photographes pour la passion de la photo, mais principalement pour se rincer l'œil et assouvir leurs fantasmes. Il y a peu de cas médiatisés de photographes dans ce genre. C'est pour cela que je vais faire dans cette première partie une comparaison avec un cas très médiatisé et grave, qui ressemble énormément à tout ce que j'ai pu lire dans les témoignages. C'est exactement le même procédé, l'affaire Weinstein. Je pense que pas mal de gens ont entendu ce nom et connaissent un peu cette affaire. Mais pour avoir demandé à mon entourage, beaucoup aussi ne connaissent pas et surtout ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette affaire et à quel point elle est folle. Et encore une fois, si j'en parle, c'est que le procédé de ce Weinstein est quasiment identique au procédé des photographes que j'ai pu voir. Donc restez bien concentrés. Mais alors qui est ce Weinstein? Harvey Weinstein est un producteur de cinéma américain de 67 ans. C'était une personne extrêmement influente et puissante dans le milieu du cinéma, l'une des plus importantes. Il avait le pouvoir de mettre qui il voulait dans beaucoup de films qu'il a produits ou coproduits. Si vous ne connaissez pas son nom, vous reconnaîtrez forcément un des films qu'il a produit. Pulp Fiction, Kill Bill, Will Hunting, Inglourious Basterds, Django, Scary Movie, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bref, on parle pas d'une personne lambda. Dans le milieu du cinéma américain, il a ainsi cumulé avec ses sociétés 303 nominations aux Oscars au cours de sa carrière et remporté pas moins de 75 statuettes. En octobre 2017, donc il y a quasiment 2 ans, le New York Times déclare qu'une douzaine de femmes accusent le producteur américain d'harcèlement et agression sexuelle. Suite à cette bombe, beaucoup d'autres femmes se mettent à parler et à rajouter à leur très mauvaise expérience avec Weinstein. Il réfuta tout ce qu'on lui reprocha, prétextant que tout était consenti. Bien entendu, vu l'avalanche de témoignages contre lui, les gens n'ont pas été dupes. Il fut même licencié de sa propre entreprise Weinstein Company, exclu aussi de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en gros ceux qui donnent chaque année les Oscars. Et plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, d'ailleurs le procès se déroulera en janvier 2020 après 2 ans. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Son mode opératoire est globalement le même pour chaque victime, qui sont en général des jeunes actrices. Weinstein est donc un producteur et a donc le pouvoir de choisir qui tiendra tel rôle. En général, il repère une actrice pendant un événement par exemple, se comporte très bien publiquement, est très agréable, souriant, bref, rien ne porte à croire qu'il peut être aussi dangereux. Par la suite, il propose de parler business en privé, prétextant montrer le scénario dans sa chambre d'hôtel. Il va même jusqu'à dire pour rassurer l'actrice qu'il y aura de toute façon quelqu'un en plus avec eux et qu'ils ne seront donc pas tous les deux seuls dans une chambre d'hôtel. La réalité est tout autre. Des fois, il accueillera l'actrice en peignoir, lui demandera de lui faire un massage, expliquera à l'actrice qu'il vaut mieux être gentil avec lui et ne pas en faire un ennemi, qu'il peut la rendre célèbre, mais à contrario, détruire sa carrière et lui fermer toutes les portes. Il faut bien imaginer la scène
peine pour comprendre comment il a pu forcer un si grand nombre de jeunes femmes en manipulant et forçant physiquement et psychologiquement à faire des pratiques sexuelles. Déjà, Harvey Weinstein est imposant physiquement, surtout comparé à une femme. 1m83, plus de 100 kg. Beaucoup de témoignages racontent qu'elles ont eu peur et qu'elles ne pouvaient rien faire physiquement, qu'il était trop fort, trop imposant. Mais quand j'arrive dans cette suite, il n'y a qu'Harvey et son assistant Fabrizio Lombardo. Je leur dis aussitôt, que se passe-t-il ? Ça me paraît bizarre, je ne trouve pas ça normal. Ils me disent, ne t'en fais pas, les gens vont arriver. Tu es simplement la première. Ils me servent du champagne. Harvey n'en boit pas. Et après un moment, ce Fabrizio Lombardo s'en va en disant, je vais voir ce que font les autres invités, je vais les chercher. Et je me retrouve seule avec Harvey. Mais après une demi-heure, je dirais, il est allé dans la salle de bain. Il en est sorti en peignoir, avec un flacon de crème à la main. Maintenant, on sait que c'était ça son modus operandi. Mais à l'époque, je n'en savais rien. Pour moi, c'était juste la scène la plus absurde que j'ai jamais vue. Je ne savais pas s'il plaisantait. J'étais effrayée. Mais il était là, comme un ours. Je lui ai dit, tu plaisantes ? Je ne suis pas ce que tu crois. Il m'a fait, je veux juste un massage pour me détendre. Je n'ai pas réalisé que là, j'allais être violée. Il faut pas oublier cette pression psychologique. Il pouvait très bien te rendre célèbre en te donnant un rôle dans un très gros film, mais aussi, si tu refusais ses avances, te fermer toutes les portes dans ce milieu, te blacklist. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois, notamment à Ashley Judd et Mira Sorvino pour le casting du Seigneur des Anneaux. Après qu'elles aient refusé ses avances, il a diffamé sur elles à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, en disant qu'elles étaient invivables et insupportables pendant les tournages et qu'il ne fallait pas les prendre pour le film. Tout ça parce qu'elles ont refusé d'avoir des relations sexuelles avec Harvey Weinstein. Une femme du nom de Melissa Thompson a pu filmer en cachette un entretien avec Harvey Weinstein, où on peut voir comment il pouvait procéder. Harvey Weinstein entre et refuse immédiatement la main de Melissa Thompson pour la prendre dans ses bras. Quelques minutes plus tard, c'est par ces mots qu'il lui fait des avances verbales. T'es sexy. Avant d'aller encore plus loin et de poser sa main sur sa robe, un geste qui gêne la jeune femme. C'est un peu haut, c'est un peu haut. Plus tard, Harvey Weinstein continue et va jusqu'à caresser l'épaule de Melissa Thompson. Aujourd'hui, elle garde un souvenir terrible de ce rendez-vous professionnel. Qu'est-ce que je fais ? Comment j'ai pu me retrouver là ? J'ai perdu le cours de mes pensées, j'essayais très fort de reprendre pied. Au bout d'un moment, son regard a changé. Il ressemblait à un prédateur. Ses yeux étaient devenus sombres. Actuellement, on parle de plus de 100 témoignages dont une quinzaine violés. Dans cette histoire, il y a deux choses que je trouve complètement fous. La première, c'est qu'elle a engagé une société privée de renseignement pour trouver des dossiers pour décrédibiliser les victimes et empêcher les journalistes de faire leur travail d'investigation, en trouvant là aussi des choses compromettantes sur eux. La société de renseignement s'appelle Black Cube, a été fondée en 2010 par deux anciens agents de renseignement israéliens. Ses employés proviennent d'agences de renseignement comme l'Aman ou le Mossad. On parle pas de détectives privés, mais de vrais professionnels qui ont servi des États comme Israël. Certains journalistes étaient suivis nuit et jour par des agents par exemple. C'est complètement fou, on se croirait dans un film. Et la deuxième chose que j'ai trouvé complètement dingue, c'est le fait que Weinstein était très connu pour faire ce genre de choses dans le milieu du cinéma. Pendant 40 ans, il a utilisé son pouvoir de cette façon-là. Et hormis le fait que certains acteurs pouvaient conseiller de faire attention à lui, c'est tout de même resté un secret. Tout se savait, mais personne ne disait rien, parce que Harvey Weinstein avait énormément d'influence et de pouvoir. Il a notamment payé plein de femmes pour les empêcher de parler. En échange de leur silence à vie, il leur donnait une très grosse somme d'argent, en général une centaine de milliers de dollars. C'est vraiment une affaire de fou. Un homme puissant et célèbre qui manipule les forces des dizaines de jeunes femmes et elle aussi connue à avoir des relations sexuelles pendant 40 ans. Chose qui est connue dans le milieu au point où certains en faisaient même de l'humour publiquement. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. I'm not afraid of anyone in show business. I turned down intercourse with Harvey Weinstein on no less than 3 occasions out of 5. Il a engagé des agents de renseignement pour empêcher les gens de parler. Il a acheté le silence des victimes, c'est digne d'un film. Beaucoup de femmes ont voulu parler avant, mais il y avait énormément de pression sur elles. Il avait une telle influence qu'il s'est qualifié lui-même de shérif. Après vous avoir parlé de l'affaire Weinstein, on va rentrer dans le vif du sujet dans cette deuxième partie en regardant comment des photographes peuvent utiliser leur influence pour manipuler des jeunes modèles. Pour
cette vidéo, j'ai fait un appel à témoignages sur mon Instagram et j'ai reçu des dizaines de mails et de messages privés provenant de modèles amateurs ou de mannequins professionnels pour me raconter leur très mauvaise expérience avec des photographes. Et ça, on s'y penchera dans la partie suivante. Avant de décrypter les témoignages que j'ai pu recevoir, je vais vous parler de plusieurs affaires similaires qui ont été médiatisées dans le milieu de la photo. Il y a plusieurs mois, 2 célèbres photographes ont été dénoncés sur Instagram par de gros comptes. Le premier s'appelle Marcus Hyde et est connu pour être le photographe de Kim Kardashian ainsi que d'Ariana Grande. L'affaire a commencé le 21 juillet 2019 quand ce dernier a partagé en story une photo d'une femme pour savoir si des personnes souhaitaient faire un shooting. La mannequin Suna Nash lui a envoyé un message parce qu'elle était intéressée de shooter avec lui et il lui a demandé de lui envoyer des photos portraits non retouchées, ce qu'elle a fait. Par la suite, il lui a demandé des photos nues d'elle, ce qu'elle refusa. Mais elle lui explique qu'elle est tout de même assez à l'aise pour poser en lingerie ou partiellement nue. Marcus lui répond alors que le shooting lui coûtera $2000, sauf si elle se dénude entièrement. Elle accepte, mais il refuse toujours de lui envoyer des photos d'elle nue avant le shooting. Il lui a donc répondu que le shooting coûtera $2000 vu qu'elle ne peut pas envoyer de photos d'elle nue. Suna Nash, qui est plutôt choqué de sa réponse, partage cette conversation en story Instagram. Voyant ça, Marcus l'insulta en message privé. Par la suite, elle partagea cette histoire sur son Twitter. Le tweet est beaucoup relayé jusqu'à arriver sur le compte Instagram de Diet Prada, suivi par plus d'1 million de personnes. Ariana Grande et Kim Kardashian réagissent à cette polémique condamnant ce genre de comportement. Puis par la suite, d'autres mannequins racontent leur mauvaise expérience avec ce Marcus Hyde, notamment une jeune femme qui avait bu pendant un shooting et ce dernier en a profité pour lui faire des attouchements sur sa poitrine, ses fesses ainsi que ses parties génitales, alors qu'elle était contre et refusa plusieurs fois. Ce qui est assez fou, comme dans l'affaire Weinstein, c'est que d'après une maquilleuse qui a travaillé avec ce photographe, ses agissements étaient connus dans le milieu. Ce n'était pas un secret qu'il se servait de sa notoriété du fait qu'il travaillait avec Kim Kardashian et Ariana Grande pour manipuler des jeunes mannequins. Une autre histoire sur le photographe du nom de Tim Urimek émergea sur le compte Diet Prada. Hailey Bowman, une designeuse, raconta donc son histoire avec ce photographe. Il a pris 3 photos de moi avant de m'enlever mon t-shirt. Je l'ai nerveusement réenfilé. Il m'a ensuite enlevé l'autre manche et clic a pris une rafale de photos pendant que j'étais comme ça. Je pensais à un moyen de m'en sortir, j'ai commencé à gigoter. Tout d'un coup, il a pris ma main et l'a mise sur son sexe. Il était en pleine érection. Regarde ce que tu me fais, a-t-il dit. Que vas-tu en faire? Je l'ai repoussé, il a complètement enlevé son pantalon. Il a repris ma main pour le mettre sur son sexe. Je l'ai repoussé en disant que j'avais un petit copain. Il m'a repris encore. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Ce témoignage a permis à des dizaines d'autres jeunes femmes, dont des mineurs, de raconter à leur tour leur très mauvaise expérience avec ce photographe. L'une d'elles, qui a 17 ans, assure avoir été violée par Tim Urimek. On pouvait aussi voir qu'il faisait du chantage pour obtenir des faveurs sexuelles en faisant payer la séance de photos si elle refusait ses avances, tout comme Marcus Hyde. Il y a eu d'autres cas en France avec notamment des condamnations au tribunal. Hussein Sabra, 46 ans, qui a écopé de 5 ans de prison, dont la moitié ferme, pour avoir agressé sexuellement 4 jeunes mannequins entre 18 et 22 ans. Après les avoir vus au préalable dans un endroit tranquille pour faire connaissance où il montrait son bon côté, lors du deuxième rendez-vous au shooting, il incitait fortement les jeunes mannequins à se mettre en sous-vêtements et les a touchés sexuellement pour soi-disant les détendre, pour qu'elles aient de bonnes expressions, pour les rendre plus attirantes en photo. Il leur disait de ne pas faire attention et de l'écouter, de se relâcher, de profiter, tout ça pour éviter qu'elles réfléchissent trop à ce qui pouvait se passer. Il assurait aussi à d'autres qu'il fallait coucher dans le milieu pour se faire connaître. Lors de la perquisition de la police, ils ont même retrouvé des vidéos des agressions, car l'homme filmait ses actes. Il a notamment expliqué avoir attribué les larmes d'une plaignante à son désespoir de ne pas pouvoir être expressive et de ne pas avoir pensé que cela pouvait résulter de ses gestes. Un autre photographe de 37 ans du nom de Yannick qui a été condamné à 4 ans de prison après des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur 9 mannequins. Bref, c'est malheureusement quelque chose de pas si rare que ça, surtout que ce genre de personne ne s'arrête pas à une seule victime. Maintenant, penchons-nous sur les témoignages que j'ai pu recevoir. Quand je me suis penché sur les dizaines de témoignages que j'ai pu recevoir, j'ai eu l'horrible sensation que si tu voulais en tant que femme faire de la photo régulièrement, un jour ou l'autre, au moins une fois dans ta vie, tu tomberas sur un photographe malhonnête et pervers. D'ailleurs, si vous avez un témoignage à rapporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire de la vidéo. Ça permettra de faire comprendre aux gens que ce n'est pas 2-3 cas dans l'année, mais qu'au contraire, c'est assez fréquent. Le milieu de la photo est en général dominé par les photographes. C'est eux qui mettent en avant les modèles. Ils ont donc du pouvoir avec leur notoriété professionnelle. Et c'est grâce à cela qu'ils arrivent à manipuler et piéger des modèles amateurs ou des mannequins professionnels. Globalement, leur stratégie consiste à échanger avec la jeune femme. Certains donnent l'impression d'être professionnels, compréhensifs, sympas par message. Puis lors de la rencontre, qui se fait très souvent chez le photographe qui lui sert de studio, il change radicalement. Il deviendra bien plus ambigu, très séducteur, tactile, voulant proposer de l'alcool pour soi-disant détendre l'atmosphère et que le modèle soit moins stressé, mais a plutôt pour but de fragiliser la future victime. C'est un réel procédé de prédateur. Ils prennent l'ascendant sur leurs victimes en les manipulant, en étant violents physiquement et verbalement, parce qu'ils savent qu'ils ont l'avantage de la situation. Dans des témoignages, j'ai notamment vu que
pendant le shooting, il amenait la jeune femme à faire des poses très suggestives, voire clairement pornographiques. Et en général, il sera très persuasif en étant par exemple violent verbalement, ou mettant en avant son expérience comme argument. En mode c'est moi le pro, écoute-moi si tu veux percer dans ce milieu. Il fera en sorte de la dévêtir un maximum. Si elle ne voulait pas faire de la lingerie, il insistera énormément pour qu'elle en fasse, au point où il la forcera à cause de la pression psychologique. Pareil pour du topless ou du nu, prétextant le côté artistique de la chose, que ce n'est rien d'être nu, au final on est tous fait pareil, comme pour faire culpabiliser le modèle qui aurait l'esprit mal placé, vu que pour lui c'est purement artistique, et profitera donc de la vulnérabilité de la modèle pour la toucher en ayant des mains plus que baladeuses, prétextant vouloir détendre la modèle par exemple, voulant rendre cette situation normale en disant que ça se fait très régulièrement dans le milieu pour paraître mieux en photo, ou tout simplement de coucher avec le photographe pour augmenter en popularité. Je rappelle que c'est un rendez-vous professionnel, ce n'est pas un rendez-vous Tinder. Normalement la modèle est là parce qu'elle apprécie le travail du photographe, et ce dernier doit être là pour faire de la belle photo, non pas pour draguer, manipuler, forcer à assouvir ses fantasmes. Dans plusieurs témoignages, j'ai notamment vu que les photographes avaient des érections pendant la séance photo, sans le cacher bien entendu, et certains se touchaient littéralement pendant le shooting. Un des témoignages que j'ai vu sur ce compte Instagram parle du fait que la photographe a proposé à la modèle de faire un projet nu intitulé Inceste lesbienne avec la sœur de la modèle. On est face à un soi-disant photographe qui se sert d'un prétexte artistique pour simplement assouvir ses fantasmes. Certains ne se cachent pas de rechercher, comme notamment sur ce screen, un shooting ou une gâterie si bon feeling il y a. D'autres amènent le sujet au sexe sans rapport avec le sujet initial comme sur ces screens. Ils recherchent l'ambiguïté permanente et n'ont rien de professionnel dans leur approche. J'ai vu aussi des cas de fausses agences de mannequinat qui te contactent par mail ou Instagram pour te proposer du quasi-nu ou du nu pour simplement avoir des photos de toi dénudé. D'autres faux photographes qui soit n'ont pas de book, c'est-à-dire un recueil de leurs photos, soit un faux book pour ensuite là aussi demander des photos nues avant le shooting ou faire des photos nues pendant le shooting. Toujours le même objectif, profiter du modèle. J'ai aussi vu des cas de proposition de prostitution, des fétichistes qui demandent d'assouvir des fantasmes, bref, énormément de choses. Et le problème le plus important dans tout ça, c'est le tabou dans le milieu de la photo. Si tu as vécu une très mauvaise expérience avec un photographe et que tu souhaites prévenir publiquement les gens du métier comme des modèles ou d'autres photographes, voire des agences de mannequinat ou des magazines, tu risques d'être très mal accueilli. On te traitera de menteuse, que tu l'as bien cherché, que c'était consenti, qu'il est professionnel et que jamais il ne ferait ça vu sa réputation s'il en a une. Si t'as pas de preuves, c'est encore pire, on te croira encore moins. Et du côté du photographe, il cherchera à te décrédibiliser dans le milieu en te blacklistant comme, souvenez-vous, Harvey Weinstein faisait avec ses victimes, et te menaçant avec une plainte pour diffamation qui plus est. Et c'est ça le plus horrible dans ce genre de milieu, ce tabou omniprésent. Certains photographes sont connus dans le milieu pour être peu fréquentables. Je sais par exemple que des mannequins se passent entre elles une liste de noms de photographes à éviter. Il y a même des groupes Facebook pour en parler ainsi que des comptes Instagram. Mais ce qui revient, c'est qu'ils ont de l'influence, du pouvoir, et vu qu'il vaut mieux être leur ami que leur ennemi, et que même des agences de mannequins couvrent ces photographes, parce que si en tant que mannequin tu te plains trop, tu peux ne plus être référencé dans leur catalogue. Au final, être blacklist, tout le monde préfère faire l'autruche, exactement pareil que dans l'affaire Weinstein. Pour cette vidéo, j'ai filmé 2 témoignages de 2 jeunes femmes qui ont été victimes d'un photographe. Je sais pertinemment que beaucoup de personnes, quand quelqu'un, et plus particulièrement une femme, se fait agresser sexuellement, réagissent instinctivement en demandant pourquoi elles n'ont pas réagi, pourquoi elle ne s'est pas défendue, pourquoi elle n'a pas crié, pourquoi elle s'est entre guillemets laissée faire, comme si c'était de la faute de la victime. Et c'est pour cela qu'avant les témoignages, je dois vous parler de la sidération psychique, cette chose que beaucoup de personnes ignorent, et moi aussi il y avait plusieurs mois. Je fais un zoom sur le phénomène de la sidération pour aussi mettre bien plus de personnes au courant, vu que je sais que c'est quelque chose de très méconnu pour la plupart du monde, et ça même dans le milieu médical et juridique ainsi que de la police. Et pourtant, ça a été scientifiquement prouvé que c'était une réaction complètement naturelle et normale dans une situation de détresse. Pour vous expliquer simplement, la sidération, c'est une sorte de court-circuit orchestré par notre cerveau. En général, quand on est dans une situation dangereuse, notre cerveau nous force à s'enfuir. L'amygdale s'occupe de nous envoyer de l'adrénaline et de la cortisol pour nous aider à fuir. C'est l'instinct de survie. Mais quand tu ne peux pas fuir, quand une personne te retient par exemple, vu que ton rythme cardiaque s'accélère dangereusement à cause de l'excès d'hormones du stress envoyé par l'amygdale, ton cerveau provoque l'effet inverse de la fuite. Il sécrétera à forte dose de la kétamine et de la morphine. Ton corps va alors être complètement shooté pour éviter le danger d'une crise cardiaque provoquée par l'hormone du stress. Ce qui va provoquer une sorte d'anesthésie corporelle et émotionnelle, comme si t'étais passé en veille. Tu ne pourras quasiment plus rien contrôler et ne quasiment pas réagir à l'agression, vu que ton corps ne fonctionne plus. Il y a même des cas de dissociation, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être en dehors de ton corps et de regarder la scène par-dessus par exemple, être spectateur de l'agression. Et tout ça, c'est naturel, c'est-à-dire que de base, on réagirait quasiment tous de cette façon-là, dans une situation intense de détresse. Ce n'est pas que psychologique, c'est physique, c'est ton cerveau qui te shoot et te déconnecte littéralement sans que tu puisses le contrôler. Et c'est pour cela que beaucoup de victimes d'agression ont des souvenirs assez flous de la scène, et que dans beaucoup de cas, elles se sont entre grosses guillemets laissées faire, parce que leur esprit était déconnecté de leur corps. Et beaucoup de victimes d'agression se sentent coupables de n'avoir pas réagi, alors que c'est malheureusement entièrement normal
normal et logique. Ça a été observé via des IRM chez des personnes profondément traumatisées, comme par des viols ou des vétérans de la guerre du Vietnam. Il y a un marqueur de la souffrance très significatif. Donc là, chez un sujet du même âge, on voit que la hauteur de l'hippocampe ici est normale, c'est-à-dire que la structure grise qui est l'hippocampe occupe toute la place. Alors que sur l'IRM de Flavie, on voit que cette même structure qui est ici n'occupe pas toute la place, toute la hauteur. Et à la place, on voit ce livret noir qui est un livret de liquide céphalorachidien, qui est venu remplir cet espace vacant finalement, puisque l'hippocampe lui-même ne remplit plus le volume. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la preuve d'une souffrance chronique matérialisée sur ces hippocampes. Ce qui veut dire que là, c'est encore visible. Ouais. c'est encore visible. Ouais. Pardon, mais à titre personnel, c'est assez émouvant, c'est que c'est la preuve d'une souffrance. Vous comprenez qu'à travers ces images-là, pour nous, c'est quelque chose qui, quelque part, même si vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc un peu détruit chez moi, bah, en fait, ça me reconstruit. Et je comprends, parce que finalement, ça fait d'un handicap invisible quelque chose de matériel, de visible, de quantifiable. J'espère qu'avec cette explication, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes pendant des agressions n'ont rien fait, sont restées figées sur place. Maintenant, passons aux témoignages vidéo. Alors, je suis mannequin depuis 8 ans, donc j'ai commencé à 15 ans en me faisant repérer. Alors, il m'avait déjà contacté plusieurs fois auparavant pour me demander de faire des shootings de nu. Je n'en faisais pas, donc j'ai refusé. Il m'a contacté une dernière fois où là j'ai accepté en lui disant que je préférerais faire de la lingerie et après, si j'étais à l'aise, du nu. On a commencé par de la lingerie, mais il m'a vite demandé d'enlever le bas, etc., de prendre des positions assez subjectives. Il commençait à me toucher les bras, à me retourner le cerveau littéralement. J'étais dans une position où je ne pouvais pas dire non. Il commençait à me toucher les bras, à être très tactile. Notamment, à un moment, il m'a mis du yaourt sur les seins. Et comme je ne voulais pas faire de photos avec le yaourt sur les seins, il a pris le doigt et il a remonté sur mon sein pour prendre le yaourt et le mettre dans sa bouche. Et là, je lui ai dit stop, on arrête le shooting photo. Je lui ai dit non, je veux qu'on arrête. Donc je suis partie me rhabiller et pendant 1 heure, il m'a retenue. Il essayait de me prendre dans ses bras, me retenir alors que je voulais partir. Je lui disais non, je veux partir. J'avais toutes mes affaires de fête, je voulais partir. Je me dirigeais vers la porte, il me retenait dans ses bras, il voulait pas que je parte. Quand j'ai enfin réussi à sortir de l'appartement, il m'a rattrapée dans la rue. J'avais une petite combi short sans soutien-gorge. Il m'a pris la bretelle de ma combi short, il l'a descendue. En gros, j'avais un sein à l'air dans la rue. Il m'a dit j'aime bien ce petit côté exhibe et tout. Il a commencé à prendre des photos de moi avec le sein à l'air et j'avais tellement peur que j'étais tétanisée, j'étais vide, je ne savais plus quoi faire, plus quoi dire. J'avais peur de dire non parce que j'avais peur de lui, j'avais peur de ce qu'il pouvait me faire. J'ai été repérée à 15 ans pour faire du mannequinat. Il m'a contacté 2 fois pour pouvoir faire un shooting avec moi. Et il voulait faire du nu, donc j'ai refusé parce que je ne fais pas de nu. L'année dernière, il m'a recontacté une 3e fois et cette fois-ci, je lui avais dit que je ne faisais toujours pas de nu, ma position n'avait pas changé. Mais il m'avait dit c'est pas grave, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit que je faisais des tests d'agence, habillé, mode, lingerie. Et il m'a dit ok, ramène ce que t'as et on fait le shooting. Il m'a dit plusieurs fois, t'inquiète pas, il n'y aura pas de nu. Et on a été clair là-dessus. Pendant que j'étais habillée, il voulait tout de suite passer au plus vite à la lingerie. Il voulait me voir plus vite déshabillée. Quand j'étais habillée, ça se voyait qu'il n'était pas intéressé. Il prenait des photos juste pour prendre des photos et passait à autre chose. Et il me disait, oui, t'as ramené quoi comme lingerie? Et donc j'avais tout mis mes vêtements sur un canapé. Et bizarrement, il prenait la lingerie la plus transparente et la plus sexy que j'avais ramenée. Et je suis passée en lingerie et j'étais de plus en plus mal à l'aise. Il y avait vraiment un truc pesant qui s'installait. Là, il me dit, tu t'es sûre de ne pas vouloir faire de nu? Et je lui dis non, on s'est mis d'accord, il n'y aura pas de nu, c'est non. Et plusieurs fois, il insistait, il disait oui, mais le nu, c'est rien, on est nés tous nus. Le nu, c'est une enveloppe corporelle, c'est rien, c'est juste de la chair. Il me disait plein de trucs comme ça pour me manipuler mentalement et j'étais là, je voulais pas, donc je disais non. Et j'ai commencé à paniquer
Et j'étais pas bien, je savais pas comment me défaire de cette situation. J'avais peur de partir parce que je savais pas comment il allait réagir. Et il m'a bien fait comprendre par message que voilà, il était très excité en regardant nos photos, que voilà, il pensait souvent à moi toute nue, ce genre de choses. On peut pas parler en fait, parce que c'est parole contre parole et les gens ne prennent jamais en compte notre avis. Parce qu'ils sont malins, parce qu'ils font des shootings où tout se passe bien, donc les filles avec qui tout se passe bien vont les défendre. Ils savent bien choisir leurs victimes et ils utilisent ça contre nous. Ils préparent leur défense avec des filles et leur défense avec des filles où tout se passe bien, où tout est nickel, où il est parfait, très gentil, où il n'a pas un mot de travers. Et à côté de ça, il fait ça avec d'autres... Enfin, où il agresse d'autres filles à côté. Je me suis mise à pleurer devant lui pour qu'il me laisse tranquille. Et je lui ai raconté des mésaventures qui m'étaient arrivées dans ce milieu. Il était là, il me répondait « Moi, je suis pas comme ça. Les mecs comme ça, c'est tous des gros connards. Il faut les envoyer en tôle, il faut les tuer. » Il essayait que je prenne confiance en lui totalement. Il me disait, il forçait encore. Et au final, je lui ai dit du topless, ça te va et tu me laisses tranquille. Et j'ai fait du topless et À contre-cœur. À contre-cœur, oui, totalement, à contre-cœur. Déjà, il acceptait pas quand je me cachais la poitrine entre deux prises. Je me cachais la poitrine, il l'acceptait pas. Il disait « Oh, c'est bon ici, on est libre », des trucs comme ça. Il me faisait prendre des poses complètement... Enfin, il me sexualisait complètement. J'étais une marionnette. Concrètement, j'étais une marionnette. Il me disait des choses, je le faisais. Parce que j'avais peur de sa réaction, j'étais juste tétanisée, je savais pas quoi faire. Et il commençait à me dire oui, si je regarde tes seins, si je regarde tes formes, c'est normal, t'inquiète pas. C'est juste moi pour savoir comment je me place ou comment je place l'objectif. Et je savais très bien que c'était n'importe quoi. Et il m'a manipulée pour que je me mette en topless, en faisant en sorte que je prenne confiance en lui. En me disant par exemple que tous les pervers du milieu, il faut qu'ils aillent en prison ou des trucs comme ça, en prenant ma défense directement. En essayant je me souviens pas exactement de ce qu'il disait, mais il avait cette attitude de personne qui veut te protéger sans te protéger. En fait, t'es sa chose. T'es sa chose. En sachant que dans le monde de la photo, c'est un peu comme dans le milieu du cinéma. S'il a décidé de te blacklister et de dire des choses de toi aux autres, tu peux être blacklisté, tu peux être vite jugé, te faire insulter. On peut pas parler en fait, parce que c'est parole contre parole et les gens ne prennent jamais en compte notre avis. Maintenant que vous avez vu et compris le danger que pouvaient être certains photographes, je vais essayer de vous conseiller pour celles ou ceux qui aimeraient se lancer dans ce milieu. Déjà, la première chose, si vous avez décidé d'un rendez-vous avec un photographe, venez toujours accompagné au premier rendez-vous. S'il vous sort des excuses comme par exemple que son génie créatif ne sera pas au maximum si quelqu'un est en plus, il faut vraiment vous méfier. C'est en général une excuse pour justifier le fait qu'il vous veut seul. Deuxièmement, je vous invite à envoyer des messages privés aux autres modèles qui ont pu poser pour lui, en demandant tout simplement comment il est, etc. Ensuite, le plus important, il faut suivre votre instinct. Si vous ne sentez pas une personne rien qu'au message qui vous semble bizarre, faites-vous confiance. En général, vos doutes ne trompent pas. N'oubliez pas qu'il existe des groupes Facebook et pages Insta pour demander si tel ou tel photographe n'a pas eu de problème. Si une agence de mannequins vous contacte, essayez de voir si elle existe bel et bien en faisant des recherches et en demandant leur numéro de siret, c'est le numéro d'identité d'une entreprise. Si vous avez vécu une agression sexuelle voire un viol par un photographe, je vous invite fortement à en parler à vos proches. Intérioriser ce genre de traumatisme n'est jamais bon pour la stabilité psychologique, même si je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être dur d'en parler. Peut-être que cette vidéo permettra à certaines victimes d'en parler. Et je le répète, mais le hashtag balance ton photographe est principalement fait pour vos témoignages et pour aussi vous mettre en relation entre vous, victimes de certains photographes. Sur mon Instagram, je partagerai plusieurs témoignages que j'ai pu recevoir. J'essaierai de les rajouter en story à la une pour ceux qui viennent plus tard. N'oubliez pas aussi que vous trouverez les témoignages vidéo en version longue sur mon Instagram vidéo. Je voulais aussi remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Tous les placements que vous pouvez voir me permettent d'être entièrement indépendant financièrement. Mais alors un VPN, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel disponible sur ton PC ou sur ton téléphone qui permet de crypter tes données que tu envoies.
C'est en gros pour camoufler ton identité sur internet. Moi je m'en sers régulièrement quand je fouine un peu partout sur internet, pour éviter d'afficher mon adresse IP partout. Et je m'en suis aussi beaucoup servi quand j'étais au Japon pour avoir accès au Netflix français, vu que chaque pays a des films et des séries différentes. Je me suis retrouvé à tout devoir regarder en japonais. Donc le VPN m'a permis de simuler que j'étais en France et de pouvoir regarder les mêmes choses que si j'étais en France. Je trouve ça super utile et important pour la sécurité, notamment quand je sais que quelqu'un pourrait me DDoS, c'est-à-dire faire sauter ma connexion internet. J'utilise en général un VPN pour être sûr qu'il ne puisse pas connaître ma vraie adresse IP. NordVPN propose un abonnement d'un peu plus de 3 € par mois, avec en bonus un mois gratuit. Si tu prends l'offre pour 3 ans avec mon code promo ROIDERA, t'as juste à cliquer sur le lien en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur, ça fait depuis février que je bosse dessus, et j'aimerais sincèrement qu'elle ait un réel effet dans le monde de la photo, pour le rendre un peu plus sûr qu'actuellement, et de permettre à des modèles ou mannequins de pouvoir en parler sans honte et peur d'être blacklistés. J'essaierai de relayer un maximum de témoignages sur mes réseaux sociaux avec le hashtag balance ton photographe. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ciao tout le monde.